Anna et Lucia, 11 ans, ont disparu dans les Pyrénées espagnoles. 5 ans plus tard, Anna réapparaît. Mais où est Lucia ? Ce pourrait être le début de l'épisode de l'heure du crime. Mais c'est en fait l'intrigue de la Casa Monte Perdido, le nouveau thriller policier à retrouver en mars, tous les lundis à 20h50 sur Polar+, seulement avec Canal+, et en intégralité via MyCanal. La vie de Robert Durst était jonchée de cadavres. D'abord, il y a eu la mystérieuse disparition de sa femme Kathleen en 92. En 2000, quand la justice américaine rouvre le cas, la meilleure amie de cette dernière, témoin clé, est exécutée chez elle. Il réussit plus tard l'exploit d'être acquitté du meurtre de son voisin. Bonsoir. Si la vie du milliardaire Robert Durst avait été un scénario destiné au cinéma, Hollywood l'aurait sans doute refusé. Trop invraisemblable, trop extraordinaire, trop démentiel pour être crédible et porté au grand écran. Le 17 mai prochain, Durst, dont la famille a fait bâtir bon nombre de gratte-ciel à New York, comparaîtra devant un tribunal accusé de meurtre. Dernier épisode d'un feuilleton criminel qui dure depuis 40 ans, au cours desquels Durst, héritier fantasque et angoissant d'une puissante dynastie, a défrayé la chronique. La mystérieuse disparition de son épouse, l'exécution de sa meilleure amie et le meurtre barbare d'un de ses voisins. Malgré les accusations, les soupçons, Robert Durst, Bobby Durst, a toujours glissé entre les gouttes de la justice, à ce jour jamais condamné, avant qu'il ne se trahisse lui-même. Là aussi, le scénario est spectaculaire, nous allons le voir, après avoir été piégé par son micro lors d'une émission télé. C'est ce destin hors norme, celui de Robert Durst, que nous avons choisi de raconter ce soir avec nos invités. Nous verrons si le milliardaire diabolique va continuer à échapper à la justice. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir, dans l'heure du crime, le cas de Robert Durst, le milliardaire fantasque, sera jugé pour meurtre dans 2 mois. 40 ans que l'air du soupçon pèse sur lui. À l'hiver 1982, son nom apparaît pour la première fois dans un dossier de police. Le vendredi 5 février 1982, un petit homme au physique sec et au regard sévère se présente au commissariat de la 20e section de Manhattan à New York. Il s'appelle Robert Durst. Il a alors 38 ans. Il vient signaler la disparition de son épouse Kathleen, nom de jeune fille McCormack, 29 ans, cheveux châtains, 1m65 pour 55 kilos. Ils sont mariés depuis 9 ans. L'homme parle calmement, presque détaché. Aucune inquiétude ou excitation n'est palpable. Robert Durst raconte avoir vu Cathy pour la dernière fois il y a 5 jours. C'était à South Salem, une petite ville au nord de New York où le couple possède une maison de campagne. Ce dimanche 31 janvier, Cathy aurait passé l'après-midi chez une amie, Gilberte Najami, qui habite à 45 minutes de chez eux. Elle aurait ensuite rejoint la maison de campagne. Durst dit avoir dîné avec elle et s'être disputé pour des broutilles. Il aurait ensuite amené Cathy jusqu'à la petite gare de Katona. Elle aurait pris le train de 21h17 pour rejoindre New York, 1h30 de trajet. Il dit lui avoir téléphoné pour savoir si elle était bien arrivée, mais il ne sait plus bien d'où il a passé ce coup de fil. La maison de campagne, un restaurant ou, non, cette fois il se souvient, une cabine téléphonique, cabine isolée, difficile d'accès à cause de la neige et de la boue. S'il était dans ce coin perdu, c'est qu'il promenait là son chien Igor, le husky. Robert Durst explique que s'il a attendu 5 jours pour signaler la disparition de sa femme, c'est qu'il a avec elle des rapports distants. Elle a sa vie, inscrite en 4e année de médecine, il a la sienne. Il soupçonne Cathy d'être un peu trop portée sur la bouteille, de prendre de la cocaïne et même d'avoir un amant. Le couple dispose de 2 appartements à Manhattan et ne manque de rien. Il faut dire que ce Robert Durst, qui ne paye pas de mine, est l'un des hommes les plus riches de la ville, l'un des 4 enfants et héritiers potentiels du bâtisseur Seymour Durst, une dynastie aussi célèbre dans le bâtiment que la famille Trump. La Durst Organization a érigé à Manhattan bon nombre de buildings colossaux et de gratte-ciel. Ils en possèdent plus d'une centaine et en tirent de confortables loyers. Malgré sa fortune colossale, Robert Durst est toujours vêtu de vestes usées jusqu'à la corde, roule dans une voiture sans âge. On le dit rongé par l'avarice et d'un caractère imprévisible, voire violent. Mais pour l'instant, la police ne montre aucun empressement à retrouver Cathy. Bonsoir Aurélie Raya.
Bonsoir. Merci beaucoup d'être ce soir l'un de nos invités dans l'heure du crime. Et vous êtes d'ailleurs dans le studio de l'heure du crime, Aurélie Raya, journaliste à Paris Match, auteur du livre Drame chez les riches, chez Stock, livre dans lequel vous consacrez d'ailleurs un très long chapitre au parcours de Robert Durst. Alors on va évidemment progresser dans cette enquête sur la disparition, enquête qui ne va pas en rester là, et loin de là. Le personnage central de toute cette histoire, Aurélie Raya, c'est Robert Durst. Alors j'ai rapidement dressé son portrait. Racontez-nous un peu plus précisément qui il est, ce richissime héritier. Richissime héritier de Seymour Durst. Il est le fils cadet. Il y a Douglas avec lui. Il a toujours été en compétition avec son frère de façon un peu étrange, maladive presque. Et il a toujours été un peu étrange. Il leur a dit plus tard qu'il avait vu sa mère, par exemple, quand il avait 7 ans, se suicider sous ses yeux, que son père l'avait emmené voir, qu'il l'avait vu tomber. Il a été diagnostiqué assez tôt avec des problèmes psychologiques assez importants. Mmh. Il a quand même réussi à toujours travailler dans l'organisation. Il allait récolter des loyers dans les immeubles un peu miteux que son père possédait. Il travaille pour l'organisation, mais c'est pas. Il va pas prendre. Je pense son père a un peu des hésitations et ne lui fera pas prendre sa relève. Il ne va pas lui faire totalement confiance parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Il sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Il est quand même. Le père est un peu dur, est un être vraiment très très dur, et il préfère Douglas, à qui il confiera les rênes de l'organisation en 92. En tout cas, Aurélie Raya, c'est une famille très importante à New York. Hein. Ah oui, j'ai parlé des Trump, c'est un peu l'équivalent. Ils sont l'égal des Trump et des Hensley. Il y a 5 familles qui dominent l'immobilier à New York. Et dominer l'immobilier à New York, c'est comme le pétrole au Texas, c'est-à-dire qu'on est immensément riche. On est en haut du Derrick au Texas, comme on est en haut des gratte-ciel à New York. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et aussi, Durst, il a des amis puissants, évidemment, cette famille politique, etc. Et puis, je crois que Robert Durst, il fréquente aussi des gens du showbiz, etc. Il est un peu happy few. Il est un peu happy few. Il a une liaison avec Prudence Farrow pendant quelques années, alors qu'il est marié. Il connaît un peu des gens, mais il est très bizarre quand même. Il est très discret, il est un peu inatteignable dans son monde. Un peu à part. Un peu à part. Donc il est compliqué en fait, avant de déclarer le meurtre de sa femme, il n'était pas connu. Tout à fait. C'était pas un personnage des nuits new-yorkaises. Bien sûr, le nom de sa famille est évidemment connu à l'époque, mais lui. Non, lui, il n'est pas connu. Totalement inaperçu. Il a la quarantaine d'années à ce moment-là, 38 ans, on l'a dit. Il vit assez chichement. Oui. Très radin d'ailleurs, c'est ce qui va apparaître aussi dans sa psychologie. Mais à part le fait d'être sorti avec Prudence Farrow, qui est donc Dear Prudence des Beatles, donc avec qui il a eu une aventure, c'est pas quelqu'un qui est très qui est mondain, c'est pas quelqu'un. Après, sa famille connaît des politiciens, parce qu'à New York, réussir dans l'immobilier, c'est connaître tout un tas de gens pour pouvoir construire des buildings sans être trop ennuyé. Donc oui, sa famille connaît beaucoup de monde. Bonsoir Philippe Coste. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en ligne ce soir dans l'heure du crime et en direct ce soir avec nous. Vous êtes journaliste indépendant. Vous vivez à New York, je crois, depuis beaucoup d'années, c'est ça? Depuis une trentaine d'années, c'est ça hein? Oui, un peu moins d'une trentaine d'années, oui. Donc vous connaissez parfaitement ce milieu-là. On parlait de la famille Durst à l'instant. Est-ce que quand il y a l'annonce de cette disparition qui touche quand même une famille connue, est-ce que les journaux s'en emparent tout de suite? Les journaux en parlent, mais effectivement, il y aura l'affaire sera très vite, je dirais pas étouffée, mais elle va s'édulcorer, elle va être un peu perdue dans la masse des informations de New York, du fait surtout qu'on ne retrouvera jamais le corps de sa première femme. Et donc au départ, il n'était pas rare que des couples richissimes se séparent, ça faisait partie un peu de la vie mondaine new-yorkaise, mais je crois que du côté de Robert Durst et de la famille, il y a eu aussi beaucoup d'efforts pour justement ne pas communiquer sur l'affaire. Il y a eu assez peu d'informations après. Il est vrai que dans l'attente de retrouver cette femme, l'affaire s'est progressivement estompée dans l'actualité. Et ça veut dire aussi ce que vous dites, Philippe Coste, c'est important, c'est que finalement la famille a un petit peu essayé d'étouffer cette affaire qui pourrait faire scandale, en tout cas nuire à leur image.
Oui, quand on voit d'ailleurs toute cette affaire nous amène au contraste entre, je dirais, les horreurs qu'on attribue à Robert Durst et la discrétion presque maladive de la famille. Il est vrai qu'à l'exception de Donald Trump dans l'immobilier à New York, la plupart de ces entreprises travaillent sur le long terme, sur les bons contacts avec les hommes politiques, sur le low profile, sur garder un profil bas pour éviter justement la controverse et des ennuis qui pourraient être néfastes au business. Et donc, il y a eu un grand silence de la part de la famille. Mais bon, on a vu récemment que les frères en particulier étaient de moins en moins patients avec Robert. 18 ans vont ainsi s'écouler sans que Robert Durst ne soit réellement inquiété. Pas de preuves contre le milliardaire. La justice considère que l'épouse malheureuse a sans doute pris le large. Un témoignage tardif et inattendu va relancer l'enquête. Au mois de novembre 1999, un délinquant sexuel bien connu téléphone au détective Joseph Becerra de la police de l'État de New York, comté de Westchester. Il lui parle de la disparition de Katie Durst il y a une vingtaine d'années. Il dit avoir appris par l'ancienne femme de ménage du couple que celle-ci aurait été tuée et enterrée dans un bois du Connecticut. Son mari, Robert Durst, serait l'assassin. Le délinquant, en bon informateur, donne des détails. Le détective Becerra est intrigué. Il se fait alors communiquer le dossier et se retrouve confronté à une ribambelle de points d'interrogation. Il apprend que 24 heures avant la déclaration de la disparition, une femme a signalé l'absence de Cathy. Gilberte Najami, l'amie chez qui elle avait passé l'après-midi. Il n'y a pas eu de suite, mais cette alerte a peut-être décidé le mari à se manifester. Najami a raconté à l'époque que Robert Durst avait coupé les vivres à Cathy, qu'il était violent. Le dimanche de la disparition, il l'aurait appelée pour qu'elle le rejoigne dard. L'épouse aurait dit alors à son ami: s'il m'arrive quoi que ce soit, Bobby sera le responsable. Joseph Becerra note qu'à l'époque, Durst a bien failli être inculpé pour le meurtre de son épouse, mais le procureur s'y était opposé, pas de preuve. Dossier classé en décembre 1982. Malgré ce classement judiciaire et l'ancienneté des faits, le détective Joseph Becerra va convaincre la justice de rouvrir l'enquête sur la disparition. Mais pas question d'alerter Robert Durst. Becerra s'aperçoit que l'emploi du temps de Durst au soir de la disparition est incohérent. Un témoin qui certifie avoir vu Cathy dans l'appartement de New York le 31 janvier 82 au soir avoue qu'il s'est trompé. Il apparaît encore que quelques jours après la disparition, la femme de ménage du couple avait découvert une tache de sang, élément négligé à l'époque. Becerra est alors convaincu que Durst détestait sa femme et qu'il l'a tuée dans la maison de South Salem, empochant sa part d'héritage. Il aurait enterré son corps dans une forêt du New Jersey. La police du comté de Westchester entreprend des fouilles. Le détective et son équipe réentendent les témoins. Parmi eux, ils attendent beaucoup du témoignage de la meilleure amie de l'épouse, Suzanne Berman, une journaliste installée en Californie. Elle était au courant de beaucoup de secrets et accepte de tout déballer. Mais l'audition n'aura pas lieu. Le 23 décembre 2000, Berman est retrouvée morte, abattue d'une balle dans la tête dans sa maison de Benedict Canyon à Los Angeles. Elle-même fille d'un puissant gangster, elle préparait un livre sur la mafia. La police locale parle alors d'un règlement de compte. Aurélie Rayal, l'une de nos invitées ce soir dans l'heure du crime, journaliste à Paris Match. Alors là, tout s'accélère et pourtant on est 20 ans après la disparition de l'épouse de Robert Durst. Enquête qui repart, j'ai envie de dire, dans le dos de l'intéressé. Quel est l'homme 20 ans après la disparition de sa femme? Lui-même a changé, c'est plus le même bonhomme, c'est-à-dire qu'il n'est même plus il est persona non grata au sein même de sa famille. C'est-à-dire que sa famille a vraiment désigné officiellement Douglas, l'autre frère, comme étant celui qui reprendrait les rênes de Seymour. Donc lui, il a décidé de partir, de quitter la Durst Organization parce qu'il ne supportait pas ça. Mais il a pris beaucoup d'argent quand même. Il a pris une $60 millions pour vendre ses parts. C'est pas mal. Et donc après, c'est un millionnaire errant. C'est-à-dire qu'il a des appartements un peu partout. Il a des appartements en Californie, au Texas, en Floride. Il a vendu la maison de South Salem, là où il vivait avec Cathy en 90. Et après, il se balade un peu en Amérique.
Oui, mais avec beaucoup d'argent. Enfin, je veux dire, c'est très une vie particulière. Oui, c'est ça. C'est une vie solitaire. Et en tout cas qui itinérante, on peut dire. Hein. Il n'est pas du tout. Il vit quelques mois à Houston, il vit quelques mois à New York, il vit quelques mois en Floride. Il n'y a pas d'obligation. Et Aurélie Raya, il ne se doute pas qu'on enquête sur lui à ce moment-là. Non, il s'en doute pas. Et il s'en doute pas du tout, parce que Becerra, c'est en 99. Le meurtre a eu lieu en 80.